All is Good te présente ses Noobcasts. Salut, c'est Flo de All is Good. Tu t'apprêtes à écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. La Noob Night, c'est un concept soirée sur Bruxelles, où plusieurs personnes viennent nous partager leur vision de la vie. Notre objectif, c'est de donner la parole à des individus aux expériences diverses et variées, dans un moment de bienveillance. En écoutant les Noobcasts, tu pourras découvrir une multitude de pensées, certaines auxquelles tu adhéreras, d'autres moins. Et c'est d'ailleurs le principe, la parole des intervenants et des intervenantes leur appartient, et All is Good n'en est pas responsable. Nous publions les présentations dans un format brut, avec les bruits du public, afin de t'immerger au mieux dans la soirée. Garde en tête que certains propos peuvent être interprétés différemment, sans le contexte visuel et l'ambiance du moment. Les intervenants et les intervenantes s'ouvrent à toi dans ce podcast, alors garde ton esprit ouvert lors de ton écoute. En attendant, spread the good vibes et All is Good. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième personne ? Oui ? Alors, donc la deuxième personne, comme je vous disais, c'est une personne à qui, personnellement, j'ai pensé directement quand on a créé le projet avec Lily, parce que c'est une personne qui est pleine de ressources et d'intérêts. Jérémy, je le connais depuis longtemps, même si on a été séparés par la vie. Mais je savais très bien que quand je lui parlerais du projet, ce serait quelqu'un qui serait de un super enthousiaste et qui arriverait à nous sortir un sujet un peu de derrière son chapeau, complètement inattendu. Ce qui a été le cas pour ce soir, puisque ce soir, il va parler des Vierges jurées d'Albanie et d'autres curiosités culturelles d'Albanie. Voilà, donc moi je n'y connais rien, je pense que vous non plus, mais on est là pour ça, donc voilà, je vous demande d'accueillir Jérémy. Bonsoir. Alors, ce truc-là, c'est pas nain-friendly déjà, donc je vais tenir le micro. Alors, bonsoir tout le monde, comment ça va ? Ouais. Ok, alors, déjà, Florence m'a présenté, magnifique présentation d'ailleurs, merci, m'a présenté en tant que Jérémy. Il faut savoir déjà que mon prénom officiel, c'est Issouf, que j'ai changé quand j'avais 8 ans, parce que j'étais entouré de gens extrêmement racistes et que visiblement Issouf, c'est un petit peu trop pas belge. Donc du coup, Jérémy, c'est mon prénom usuel, on va dire, c'est mon prénom de Gouer, comme on dit. Et donc voilà, mon prénom c'est Issouf, j'ai 26 ans et je suis albanais. Je sais que l'Albanie en fait est souvent sujet de controverse, souvent à juste titre aussi. Donc voilà, je voudrais vous demander en fait quelles sont les choses récurrentes que vous avez déjà entendues au sujet de l'Albanie ou en particulier au sujet des Albanais. Je vous écoute. Alors, pas tous en même temps. Ok, on va faire la technique du bras. La mafia, magnifique. Quoi d'autre ? Trafic, magnifique. Homophobe, génial. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on sait tous autour de quoi. Comment ? Soufi. Là, renseigné, hein ? Donc voilà, en fait, la plupart d'entre vous ne connaissent absolument rien au sujet de mon pays, si ce n'est en fait notre réputation houleuse, généralement basée sur des films tels que Taken ou sur les légendes urbaines de la mafia albanaise. Donc voilà, moi je vais profiter en fait de cette magnifique occasion pour éclairer votre lanterne sur des sujets souvent mal interprétés ou tout simplement méconnus du belge moyen. Pour ce faire, et pour vous plonger pleinement dans l'expérience, déjà on va commencer par ceci. Le drapeau, voilà. Merci. Alors pour que vous soyez vraiment pleinement dans l'expérience, j'ai placé 1 kilo de cocaïne et une prostituée sous votre siège. Voilà. Donc, premièrement, je pense qu'il vous faut une petite introduction socio-politico-géographique à l'Albanie. Donc, qui ici peut me dire en fait où se trouve l'Albanie ? N'ayez pas peur, j'ai tout entendu. Dans l'Est, ok, plus ou moins. Bien. Dans les Balkans, magnifique. Donc,
l'Albanie. L'Albanie est un petit pays situé dans les Balkans, en Europe du Sud-Est, entouré par le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Grèce. En Albanie, on parle l'albanais. Et alors, en tant que linguiste, je suis tout excité à l'idée de vous expliquer qu'en fait, l'albanais n'a aucun cousin linguistique. En fait, l'albanais est tout seul sur sa branche de l'arbre généalogique des langues. Bon, là, c'est très petit, mais c'est juste ici. Il est vraiment tout seul. En fait, apparemment, l'albanais était une langue si vieille qu'elle pourrait aider à reconstruire le proto-indo-européen, c'est-à-dire la langue mère de toutes les langues du monde. L'albanais est très très vieux, comme je l'ai dit, donc il est utilisé aussi notamment pour traduire l'étrusque. Et certains étymologistes pensent même que le mot vampire, par exemple, viendrait de l'albanais vampire, donc vamb qui veut dire dent, peer qui veut dire boire. Donc, voilà, ça a du sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc voilà. Alors, l'histoire de l'Albanie est vachement mouvementée. Ça ici, c'est l'alphabet albanais avant qu'il soit standardisé avec l'alphabet latin. Comme ça, vous savez, voilà, c'est le petit truc en plus. Alors l'histoire de l'Albanie est hyper mouvementée. Donc après 500 ans d'occupation ottomane où on a été forcé de se convertir à l'islam. Est-ce qu'il y a des Turcs dans la salle ? Ok, Toz, voilà, tiens. Après 500 ans d'occupation ottomane, après s'être fait niquer du territoire à gauche à droite à l'issue de chaque guerre, après avoir été envahi par à peu près tous les pays d'Europe, sont arrivés 50 ans de dictature communiste dans laquelle ma mère a grandi. Alors, c'était en fait, il régnait une extrême pauvreté et un climat de peur constante dû au dictateur Enver Hoxha, donc, que vous voyez juste ici, qui est un ami de Staline, qui en fait a fait installer des bunkers absolument partout. J'aurais bien aimé mettre une photo, mais j'ai oublié de le faire. Des bunkers absolument partout dans le pays, parce qu'il était complètement paranoïaque et était persuadé que l'Albanie allait être attaquée à tout moment. Ces bunkers qui d'ailleurs maintenant ont été transformés, il y en a certains qui sont des musées, d'autres qui sont devenus des appartements, d'autres qui... Enfin voilà, donc c'est vraiment multi-purpose. Donc, faut savoir que donc, pendant la dictature communiste, en fait, comme j'ai dit, ma grand-mère, ma grand-mère aussi du coup, a grandi dans cette dictature. Les enfants avaient des cours de russe, vu que visiblement le russe est la langue officielle du communisme, mais aussi des cours militaires. Donc en fait, vas-y, tu peux y aller. Ma mère, ici présente, si on lui donne une calache... Ouais, je sais. Je tiens d'elle, je sais. Si on lui donne une Kalachnikov, elle sait s'en servir. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote au sujet de ma mère. En fait, donc faut savoir que l'Albanie communiste a été pendant très longtemps, pendant 50 ans en fait, un des pays les plus fermés du monde, juste après la Corée du Nord. Voilà, la barre est vachement haut, comme ça vous savez. La Corée du Nord, Albanie directement. Donc du coup, en fait, par conséquent, en fait, il n'y avait pas d'étrangers tout court en Albanie. Et je vous laisse imaginer qu'il n'y avait pas de noirs, comme dans cette salle, en fait, il y en a vraiment très peu. Du coup, je vous laisse imaginer quand ma mère a quitté l'Albanie, la région reculée de Dieper, d'où ma famille vient, vers la Belgique, suite à un mariage arrangé. Alors vraiment pas de chance, elle était vraiment tombée dans la famille albanaise, le côté de mon père qui était juste vraiment des psychopathes. Elle était séquestrée, battue, la totale, et n'était pas non plus autorisée à regarder la télé ou sortir de la maison. Ce qui fait que ma mère a appris le français très tard, par exemple. Donc voilà, là vous avez le contexte. Une fois, ma mère était seule à la maison, et le facteur a sonné à la porte. Du coup, elle était obligée d'ouvrir, mais elle n'avait pas le droit d'ouvrir la porte. Et en fait, le facteur était noir, donc du coup, ma mère s'est évanouie. Parce que c'était la première fois, essayez de vous imaginer, la première fois de sa vie qu'elle voyait une personne noire.
Imaginez-vous le choc que ça a dû faire quand tu ne vois que des gens, que des blancs autour de toi, exclusivement que des blancs dans les montagnes du fin fond de l'Albanie. Donc voilà. Mais bon, je suis pas venu ici pour vous parler de ma mère, bien qu'elle soit iconique et l'équivalent est-européen de Kris Jenner, ce qui fait de moi la Kim Kardashian européenne. Merci à tous. Merci. J'avais peur que la blague ne fonctionne pas. Donc, en fait, moi, je suis venu ici pour vous parler d'un code de droit médiéval d'Albanie qui a été et est toujours en application dans certaines régions du pays. Ce code s'appelle Kanuni i Lek Dukagjinit, ce qui veut dire en français le canon de Lek Dukagin. Alors, Lek, ici à gauche, c'est le diminutif de Alexander. C'est en fait un membre de la noblesse albanaise du XVe siècle. Et il est connu pour avoir instauré ce fameux code de droit durant la domination ottomane. Ce code de droit est dénué de toute connotation religieuse, donc il est aussi bien appliqué par les chrétiens que les musulmans ou les juifs. Et était en fait une manière de réguler les actions du peuple albanais qui était en mal de structure sous l'Empire ottoman. Ce canon, standardisé par Stefan Ječov en 1933, c'est lui, le BG, est fondé sur 4 piliers. Je crois que c'est le prochain diapo. Voilà. Alors, les piliers. Les 4 piliers, on a l'honneur, nderi, comme ça vous avez un petit cours d'albanais en même temps, l'hospitalité, mikpritia, la rectitude, sielia, et la loyauté, fils. Ce canon, il est divisé en 12 livres régissant les aspects de la vie quotidienne, et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'un des plus connus et certainement le plus important, le livre 8, l'honneur. Alors, l'un des usages controversés du canon est la jakmarie, littéralement reprise du sang, qui vient de jak, sang, marie, prise ou reprise. Cet usage stipule qu'un meurtre doit être vengé par la mort d'un homme de la famille du coupable. C'est-à-dire que si je tue ton frère, toi et ta famille, vous avez légalement, enfin selon le canon en tout cas, légalement le droit de tuer un homme de ma famille en guise de représailles. Oui, voilà. Donc ce code, il faut savoir que c'est médiéval, je rappelle, ce n'est pas... Voilà. Ce code, cependant, il y a quand même un peu des règles. Il interdit la mort des enfants de moins de 15 ans, des malades mentaux et des femmes. Yay, féminisme. Le seul endroit où on ne peut pas vous tuer, c'est chez vous ou dans un lieu saint. Donc une église, une mosquée, une synagogue. Il existe également des tours de claustration. Ah ouais, donc ça c'est des ermites, voilà, c'est des gens qui sont donc des enfants par exemple qui sont des victimes potentielles de jakmarie, d'une dette de sang, qui sont en fait scolarisés à la maison et qui ne peuvent pas sortir de chez eux à part pour aller à la mosquée ou à l'église, ou enfin bon, peu importe. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, alors il existe aussi en fait des tours de claustration, voilà, que vous voyez ici, en albanais qui s'appellent kul, qui sont en fait utilisés comme refuge par les hommes impliqués dans une reprise de sang. Cependant, la bonne nouvelle, une trêve peut être accordée par la famille de la victime. Cette trêve, ça s'appelle Besa. Alors, en fait, c'est ce même usage du canon qui est mentionné dans le film Taken, comme j'imagine plusieurs d'entre vous ont vu. Donc voilà, c'est un des usages du canon. Le canon a été interdit pendant le régime communiste, mais il était toujours d'application dans les régions reculées du nord du pays, notamment celle d'où provient ma famille. À la chute du régime, l'Albanie a sombré dans l'anarchie. Et donc, en fait, le canon a connu un regain de popularité dans d'autres régions du pays, et pas uniquement le nord, d'où le canon provient, on va dire. Aujourd'hui, il existe encore des ermites. Donc, les photos là, que je vous avais montrées juste avant, c'est des photos relativement récentes. Il existe encore des ermites qui se cachent pour éviter la jakmarie. Les églises catholiques et les confréries musulmanes soufis
lance régulièrement des campagnes en fait, pour accorder des bessa, pour accorder des trêves et interrompre définitivement les dettes de sang. Un autre usage étrange du kanun est celui des burnesha. Alors burnesha, ça vient du mot bur, qui veut dire homme, auquel on ajoute le suffixe féminisant nesha, et donc en français ça s'appelle les vierges jurées ou les vierges sous serment. Ce kanun, cet usage du kanun dispose que les familles doivent être patrilinéaires, c'est-à-dire que l'héritage passe par la lignée masculine, et patrilocale, c'est-à-dire qu'une femme mariée va vivre dans la famille de son époux. Selon le kanun, les femmes ont très peu de droits, donc elles ne peuvent pas porter de montre, fumer, acheter des terres, voter lors des élections, etc. Elles sont littéralement considérées comme une propriété familiale, au même titre que du bétail, triste réalité. Donc du coup, en fait, une vierge jurée, une burnesha, le devient en prononçant un serment irrévocable devant 12 anciens du village ou de la tribu. Elle fait vœu de chasteté, d'où le nom vierge jurée, et en contrepartie, elle est autorisée à vivre en tant qu'homme. Elle s'habille, se comporte, travaille comme un homme, et elle est respectée en tant que telle par les hommes cisgenres de sa communauté. Les motivations sont variables. Voilà, ici on a une burnesha, le slide suivant aussi. Voilà, on va s'arrêter là parce que je ne sais pas ce qu'il y a après, pas de spoiler. Donc les motivations sont variables. Dans le cas où c'est un choix, j'ai oublié le mot, mais bon, c'est un choix qu'elles font elles-mêmes, les motivations sont variables. Évidemment, le choix peut leur être imposé. Du coup, c'est plus un choix. Les motivations sont variables. Donc, certaines le deviennent par nécessité de subvenir aux besoins de leur famille, dans le cas où, je vous rappelle qu'on parle de l'Albanie médiévale, dans le cas où le père ou le chef de famille serait décédé, par exemple par une dette de sang, voilà, c'est pratique, ou s'il n'y a pas de frère, parce que, enfin voilà, étant donné que, imaginez, vous avez un grand-père qui est très très vieux, un oncle qui est handicapé, et qu'il n'y a que des femmes dans la famille, voilà, il y en a une qui doit se sacrifier entre guillemets, et qui va devenir une burnesha. D'autres femmes font ce serment pour avoir plus de liberté, pour avoir plus de droits, ou alors pour échapper à un mariage arrangé. Je crois que vous avez pu comprendre que c'est monnaie courante en Albanie. Dans d'autres cas, il s'agit également de femmes lesbiennes qui en fait y voient l'opportunité unique de vivre leur amour avec leur sœur spirituelle, et qui détournent du coup le vœu de chasteté. D'autres femmes sont tout simplement transmasculines, ce sont des hommes en fait, qui profitent de cet usage spécifique du kanun pour vivre leur vie en tant que l'homme qu'elles ont toujours été. Faisons un lien à présent avec la jakmari dont je parlais auparavant. Comme je vous l'ai dit, le meurtre d'un homme ne peut être compensé que par la mort d'un homme de la famille de la victime. Pourquoi ? Parce que, alors ça c'est une perle du féminisme, parce que la mort d'une femme ne vaut que la moitié de la somme. Sauf, et c'est là que c'est super pratique, sauf si c'est une vierge jurée. Alors là, la dette est effacée. Magnifique. Donc ce serment, comme je l'ai dit, est irrévocable, car le brisé était puni par la mort. Je vous rassure, ce n'est plus le cas maintenant. Les burnesha, ou encore les virginesha, c'est un autre nom que cela porte en albanais, sont le seul cas en Europe d'un encadrement traditionnel et social des concepts de transgenre et de travestissement. Cette tradition, elle a existé sous diverses formes dans d'autres pays des Balkans, mais à présent, elle n'existe plus du tout en Dalmatie ni en Bosnie. Par contre, en Albanie, au Kosovo et dans certaines régions de Macédoine du Nord, la tradition perdure. Il en resterait, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, il en resterait quelques centaines en Albanie, qui sont très vieilles, ou encore, comme je ne sais plus quelle photo, voilà, celle-ci. Ça, c'est des photos récentes par le magazine JQ, qui, voilà, celle-ci a 42 ans. Il y a une interview que vous pouvez trouver sur YouTube.
donc voilà, c'est un phénomène qui ne s'est pas, enfin c'est une tradition qui ne s'est pas totalement perdue. Donc comme je disais, il en resterait quelques centaines en Albanie. Le recensement de la population, c'est pas le fort du gouvernement albanais. C'est en même temps très difficile de savoir parce que, comme je vous ai dit, en fait, ce sont le kanun qui n'est pas légal. Enfin, je veux dire, maintenant il y a des lois en Albanie. Il y a un concept de justice. Le kanun est toujours appliqué, comme je vous l'ai dit, dans certaines régions. Mais j'ai pas envie de vous faire peur. C'est pas parce que vous allez en Albanie que vous allez vous faire tuer. C'est vraiment appliqué dans certaines régions très reculées dans l'extrême nord de l'Albanie. Pour vous donner un exemple, par exemple, vous mettre en condition, le village d'où la famille de ma mère provient, aujourd'hui en 2020, ils n'ont toujours ni l'électricité ni l'eau courante. C'est vraiment en plein milieu des montagnes et c'est hyper difficile d'accès. Donc c'est vraiment très reculé, très rural. Je vous laisse imaginer la mentalité qui va avec, étant donné qu'ils n'ont pas non plus les moyens que nous avons aujourd'hui pour évoluer au même rythme que le reste du monde et que de la société. De toute façon, c'est quoi la norme? On est en Europe de l'Ouest. Il ne faut pas oublier que c'est pas le cas partout. Si ça vous intéresse, il y a... alors déjà, j'ai d'autres petites photos à vous montrer, comme ça vous redonne un petit peu de foi en l'Albanie. Donc voilà, ça c'est très beau. Oh ouais, magnifique. C'est beau. Voilà. Et donc non, par contre, il y a des convertis dans la salle, je le sais, parce que j'ai déjà emmené certains de mes amis en Albanie qui ont complètement adoré, qui se sont sentis hyper bien accueillis. C'est un pays magnifique. Voilà, je vous y invite. Je travaille aussi à l'Office du tourisme en Albanie. Et donc voilà, au sujet des burneshat, donc des vierges jurées, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez en fait trouver des documentaires qui sont sur YouTube. Il y a également un film par une réalisatrice italienne qui s'appelle Laura Bispuri, qui s'appelle Vierge sous serment. C'est une adaptation à l'écran du roman de Elvira Dones, qui est une auteure albanaise. Le titre en italien, c'est Vergina giurata. Et donc voilà, il y a plein de documentaires que vous pourrez trouver à ce sujet. Il y a plein de photos, de plein de choses qui sont beaucoup plus, comment dire, authentiques que regarder des films comme Taken, où les Albanais ne sont même pas joués par des Albanais. Et que du coup, on m'a déjà demandé plusieurs fois si l'Albanie était à côté du Pakistan, parce que les acteurs de Taken sont probablement asiatiques de l'Ouest, je sais pas, je comprends pas. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais pas s'il y a des questions, si je vous ai fait peur, je sais pas, merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, vas-y, tu peux parler fort. La question est, quel est ton rapport à l'Albanie? Alors, merci pour ta question. Mon rapport à l'Albanie aujourd'hui, c'est que déjà, je suis très fier d'être albanais parce que je sais que c'est un pays qui est extrêmement méconnu. C'est un pays magnifique. Je veux dire, je prêche ma paroisse évidemment, mais c'est un pays qui est juste esthétiquement beau. Et c'est une culture en fait qui est millénaire, que personne ne connaît. Là évidemment je parle du truc un peu sensationnaliste, mais c'est une culture qui me plaît, c'est un truc qui est ancré en moi parce que j'ai grandi dans une famille albanaise musulmane, et c'est un truc que je partage avec beaucoup notamment avec mon petit ami qui lui est turc, donc du coup voilà, il a un peu niqué l'Albanie, lui et son peuple, mais voilà, c'est un truc, je vais relativement souvent en Albanie. Là, je crois que ça fait 3 ans que j'y suis pas allé, mais avant ça, j'y allais une fois par an. J'ai encore beaucoup de famille qui est en Albanie. Parfois, j'y emmène mes amis aussi. Je suis en très bon terme avec ma famille, sauf la famille du côté de mon père. Mais voilà, mon rapport actuel à l'Albanie, c'est que évidemment, j'aimerais pouvoir vous dire que l'Albanie est un pays super ouvert au niveau de la mentalité. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Évidemment, si vous allez dans la capitale, il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous êtes
je sais pas, visiblement queer par exemple, je vous garantis pas que ça va super bien passer dans les régions très rurales du pays. Ça malheureusement, voilà, c'est pas l'Europe de l'Ouest. Il faut aussi reconnaître son privilège. Je suis extrêmement content d'être né et d'avoir grandi en Belgique. Mais voilà, j'espère que ça répond à ta question. Mon rapport à l'Albanie maintenant est... j'aime l'Albanie, je mourrais pour l'Albanie. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est... Blague à part, je parlais vraiment d'un sujet très sensationnaliste ici, mais c'est une culture qui est vraiment extrêmement riche et très intéressante. Donc je vous conseille de jeter un coup d'œil sur l'Albanie en général. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui ? La question est, est-ce que tu m'inviterais en Albanie ? Alors, aujourd'hui, l'Albanie est un pays beaucoup plus ouvert. Je vous rappelle que la chute du régime, c'était en 94, si je ne dis pas de bêtises. Donc depuis, il y a quand même eu, je ne sais pas compter, je vous laisse faire le calcul, il y a eu X temps, combien ? 26 ans l'eau a coulé sous les ponts. Donc maintenant, voilà, je ne vais pas te cacher que les Albanais, mais pas l'Albanais moyen, mais je veux dire, tu risquerais d'attirer le regard. Mais comme j'en ai parlé dans le Kanoun, l'hospitalité, c'est un truc qui tient très 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 à cœur aux Albanais et qui faisait partie de notre culture vraiment millénaire. C'est un truc qui est ancré en nous. Donc du coup, oui, en effet, vu qu'il n'y a pas énormément de Noirs en Albanie, tu vas attirer le regard, mais c'est débile. J'ai déjà invité une amie qui est blonde et elle a attiré le regard en Albanie parce qu'en Albanie... Voilà. Moi, je suis l'Albanais typique. Donc, on est tous petits, cheveux bruns, yeux bruns. Donc, du coup, une grande blonde va attirer le regard, même pas de manière déplacée. C'est juste genre, oh, une blonde. Voilà. Mais donc, du coup, j'ai amené une amie noire qui est là-bas au fond de la salle, dédicace. Je l'ai amenée en Albanie et elle est complètement... convertie, elle y est allée je sais pas combien de fois sur les 2 dernières années et tout se passe toujours très très bien pour elle. Donc voilà, je sais pas s'il y a une autre question, une dernière, parce que je pense qu'on n'a plus trop de temps. Non ? Ok. Eh ben, merci beaucoup à vous. Tu viens d'écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. Et toi, si tu avais le micro, de quoi viendrais-tu parler ? Tu as aimé ce podcast ? Alors n'hésite pas à aller suivre notre page Facebook et notre page Instagram All is Good in Brussels pour ne rien rater de notre actualité. On t'envoie plein de good vibes.